Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'embarque pour un voyage fascinant. Un peu à contre-courant. On va suivre le chemin du retour, celui que prend le sang une fois qu'il a livré son oxygène, pour remonter jusqu'au cœur. C'est la carte du système veineux qu'on déplie aujourd'hui. Exactement. Et pour nous guider, on a une série de planches et de descriptions tirées d'un traité d'anatomie. C'est très très précis, très détaillé. Hmm. L'idée, ce n'est pas de mémoriser des centaines de noms latins, mais de comprendre la logique, l'ingénierie incroyable derrière tout ce réseau. C'est ça, saisir le pourquoi du comment. On va suivre les grandes autoroutes, de la tête aux pieds, et s'arrêter sur quelques carrefours particulièrement astucieux. Et on commence tout en haut, dans le centre de contrôle, le cerveau. Le plus complexe pour commencer. Ce que c'est concrètement? C'est une excellente entrée en matière parce que ça casse tout de suite l'image un peu classique. Il ne s'agit pas du tout de veines comme on les connaît. D'accord. Imaginez plutôt des canaux, des tunnels qui seraient creusés non pas dans la chair, mais dans l'enveloppe rigide qui protège le cerveau, la dure-mère. Ah oui, C'est un peu comme si les gouttières étaient intégrées directement dans la charpente du toit, on va dire. d'accord, donc ce sont des structures fixes, rigides. Ça doit changer pas mal de choses pour l'écoulement du sang, non? Absolument tout. Leurs parois, elles ne sont ni élastiques ni contractiles. Et surtout, et ça c'est le point clé que les textes soulignent, elles sont dépourvues de valvules. Attendez, pas de valvule dans les veines du cerveau. Ça me paraît contre-intuitif. Hmm. Dans les jambes, on comprend, c'est pour lutter contre la gravité, pour empêcher le sang de retomber. Mais pourquoi le cerveau s'en passerait? Ça ne semble pas très prudent. C'est une question géniale, parce qu'elle révèle à quel point le cerveau est un environnement à part. En fait, la pression à l'intérieur du crâne est très très stable, très régulée. D'accord? Le sang n'a pas besoin de grimper, il s'écoule naturellement par gravité et par un effet d'aspiration vers les points de sortie. Et tout ça dans un système rigide. Donc, les valvules seraient inutiles. Non seulement inutile, mais elles pourraient même gêner cet écoulement qui se fait à basse pression. Le corps a choisi un design de canal d'évacuation ultra fiable, pas une tuyauterie sous contrainte. Un système de drainage passif et très ingénieux. Et ce réseau de canaux, il s'organise comment? On peut le voir en deux grands ensembles, disons. Un groupe supérieur, dont la star est le sinus sagittal supérieur. C'est une sorte de grand collecteur qui court au sommet du crâne d'avant en arrière. Ok. Et puis un groupe à la base du crâne, qui est un peu plus complexe, où l'on trouve le fameux sinus caverneux. Le sinus caverneux. Le nom est un peu effrayant. Et pour cause, il faut l'imaginer non pas comme un simple tunnel, mais comme une sorte de petite caverne remplie d'une éponge de sang et située juste derrière nos yeux. Ah oui, quand même. Et ce qui est fou, c'est qu'à travers cette éponge de sang passent des nerfs et des artères absolument cruciaux pour le mouvement des yeux, la sensibilité du visage. C'est un carrefour anatomique d'une densité et d'une fragilité extrême. Ce qui veut dire qu'un problème à cet endroit? Peut avoir des conséquences dramatiques. Les sources ne le détaillent pas, mais c'est ce qu'on appelle en clinique le triangle dangereux du visage. Le triangle dangereux. Oui, une simple infection sur le nez ou la lèvre supérieure peut, via de petites veines, remonter jusqu'à ce sinus caverneux et provoquer une thrombose potentiellement mortelle. C'est un exemple frappant de la connexion directe entre la surface et les profondeurs de notre anatomie. Fascinant et terrifiant à la fois. Une fois que tout ce sang a été collecté par ces sinus, où est-ce qu'il part? Quelle est la grande autoroute de sortie? La sortie principale, c'est la veine jugulaire interne. C'est vraiment le collecteur final pour tout ce qui vient de la boîte crânienne. La jugulaire. Voilà. Elle naît à la base du crâne, au niveau d'un trou qu'on appelle le foramen jugulaire, et elle descend tout droit le long du cou. C'est la veine que les anesthésistes cherchent parfois pour poser des cathéters centraux. Et en lisant les schémas, j'ai l'impression qu'elle ne se contente pas de vider le cerveau. C'est un peu le collecteur de tout l'étage supérieur? Exactement. Sur son trajet, elle reçoit des affluents de partout. La veine faciale qui draine le visage, la veine de la langue, les veines de la thyroïde. C'est un véritable confluent. D'accord. Et à côté, il y a sa petite sœur, on va dire, la jugulaire externe. Elle est plus en surface et s'occupe plus des parois du crâne, de la peau du cou. Ensemble, elles s'assurent que rien ne stagne. Parfait. Donc le sang de la tête et du cou a trouvé sa voie de sortie, bien empaquetée dans les jugulaires. J'imagine que plus bas, en se rapprochant du cœur, on change complètement d'échelle. Ah oui, là, On ne parle plus de canaux ou de rivières, mais de véritables fleuves, non? c'est exactement ça. On arrive dans la zone des deux grands collecteurs centraux du corps, les veines caves supérieures et inférieures.
Commençons par le haut. Alors, la veine cave supérieure, c'est le point de rendez-vous de tout ce qui vient du haut du corps. La tête, le cou, les bras, une partie du thorax. Tout arrive là. Elle est assez courte, à peine 7 cm, mais alors très large. D'accord. Elle reçoit les deux grands troncs qui viennent des bras et du cou, et elle se jette directement dans l'oreillette droite du cœur. C'est la dernière ligne droite. Et pour tout le reste du corps, en dessous du diaphragme? Là, on rencontre le poids lourd, la patronne de toutes les veines. La veine cave inférieure, c'est la plus volumineuse de tout l'organisme. La plus grosse? À quel point? On parle de la taille d'un petit doigt, d'un pouce? Plutôt d'un gros pouce, oui. Chez un adulte, on est sur un diamètre de 2 à 3 cm, quand même. Ah oui. Elle prend naissance dans le bas de l'abdomen, par la fusion des veines qui viennent des jambes et du bassin, et elle remonte tout le long de la colonne vertébrale, juste à droite de l'aorte. Son débit est colossal. Elle draine absolument tout, les jambes, les organes du bassin, et surtout les reins. Mais en regardant les sources, il y a un truc qui m'intrigue. Mhm. Les documents décrivent un troisième système dans l'abdomen qui a l'air de fonctionner en parallèle, presque comme un réseau privé. Le système de la veine porte. Quelle est sa mission à lui? Ah, là, on touche à une des plus belles astuces de l'évolution. La veine porte, c'est un système unique et absolument vital. Sa particularité, c'est qu'elle ne retourne pas directement vers le cœur. Comment ça? Elle collecte tout le sang qui sort du système digestif, estomac, intestin, rate, pancréas, et au lieu de l'envoyer dans la circulation générale, elle l'amène faire une escale obligatoire, Une escale où ça? au foie. Un détour par le foie. Donc, si je mange un croissant, le sang qui se charge de tout ce beurre et ce sucre ne fonce pas directement vers mon cœur et le reste de mon corps? Exactement, ce serait le chaos métabolique. La veine porte agit comme un poste de douane, un péage obligatoire. Elle dit « stop ». Tout ce qui vient des intestins passe d'abord par le service de contrôle qualité et de traitement du foie. C'est incroyable. Et le foie va alors faire son travail. Il va stocker le sucre en excès, commencer à transformer les graisses, neutraliser d'éventuelles toxines. C'est seulement après cette inspection que le sang, maintenant propre et équilibré, a le droit de rejoindre la grande circulation. Et il la rejoint comment? En se jetant dans la veine cave inférieure via ce qu'on appelle les veines hépatiques. C'est une véritable station d'épuration métabolique. Un instant. Vous avez dit que la veine porte amène le sang au foie et qu'ensuite il va dans la veine cave inférieure. C'est ça. Mais plutôt, vous disiez que la cave inférieure draine aussi directement les reins et les jambes. Donc, dans cette grande veine, on a du sang post-traitement du foie qui se mélange avec du sang usé venant des muscles des jambes. C'est un sacré cocktail. C'est un excellent résumé. La veine cave inférieure, c'est ce grand fleuve où se mélangent des eaux de nature très différentes avant d'arriver au cœur pour être réoxygéné. Et ce système porte, il est robuste. Il est crucial, donc le corps a prévu des plans B. Les sources parlent d'anastomose porto-cave. Ce sont de petites connexions, normalement quasi inactives, entre le système porte et le système cave. Des routes de secours en quelque sorte. Précisément. Si la circulation dans le foie est bloquée, par exemple à cause d'une cirrhose où le foie devient dur, fibreux, eh bien la pression dans la veine porte monte en flèche. Le sang ne peut plus passer. Voilà. Il va alors forcer le passage dans ces petites routes de secours pour contourner le foie. Malheureusement, ça a des conséquences graves. Des varices peuvent se former dans l'œsophage et des substances toxiques non filtrées se retrouvent dans le sang, ce qui peut affecter le cerveau. On voit bien comment l'anatomie et la maladie sont intimement liées. Bon, on a couvert le cerveau et le tronc, mais il reste une grande question, surtout pour les bipèdes que nous sommes. Comment le sang fait-il pour remonter depuis nos pieds jusqu'au cœur, en luttant constamment contre la gravité? Alors là, c'est une autre histoire, celle des membres. Et les textes soulignent une distinction fondamentale. Dans les bras, comme dans les jambes, il n'y a pas un, mais deux réseaux veineux. Un réseau profond et un réseau superficiel. Deux réseaux, pourquoi cette dualité? Par exemple, sur le dos de la main. Et les deux sont connectés en permanence par des perforantes, des veines qui font le lien. C'est un système qui offre une redondance, une sécurité. Commençons par le bras. Quelles sont les veines superficielles les plus connues? Celle que tout le monde a déjà rencontrée lors d'une prise de sang. Ah. Il y a la veine céphalique, qui court sur le côté externe du biceps, et la veine basilique sur le côté interne. Au pli du coude, elles sont souvent reliées par une veine médiane, et ça forme une sorte de M veineux. C'est un spot idéal pour les infirmiers. Ah oui, le fameux M du pli du coude. Et pour les jambes alors, où le défi de la gravité est maximal, comment ça se passe?
Le principe du double réseau est le même, mais tout est optimisé pour la remontée. D'abord, il y a les fameuses valvules, ces petits clapets anti-retour dont on parlait. Les veines des jambes en sont littéralement tapissées tous les quelques centimètres, mais ça ne suffit pas. Non, Non. Le vrai moteur du retour veineux dans les jambes, c'est la marche. la marche. Comment ça? Oui, les veines profondes sont logées entre les muscles. À chaque pas, quand les muscles du mollet se contractent, ils écrasent ces veines comme des éponges et ils propulsent le sang vers le haut. Ah, d'accord. Et les valvules empêchent le sang de redescendre quand le muscle se relâche. C'est la pompe musculaire. C'est pour ça que rester debout, immobile, c'est si fatigant. La pompe ne fonctionne pas et le sang a tendance à stagner. Donc en fait, chaque pas qu'on fait est un coup de pouce actif pour notre circulation. Et dans ce réseau de la jambe, y a-t-il une veine superficielle qui se démarque? Oh que oui. La star, c'est la grande veine saphène. C'est la plus longue veine de tout le corps. La plus longue. Oui. Elle naît à la cheville, sur la face interne du pied, et elle remonte comme une liane le long de toute la jambe et de la cuisse pour se jeter dans la veine fémorale, tout en haut, près de l'aine. Et j'imagine que c'est elle qui est souvent concernée par les problèmes de varices. C'est elle, la principale coupable, oui. Et les varices, c'est justement ça. Une dilatation de ces veines superficielles due le plus souvent à une défaillance des valvules. Le sang stagne, la pression augmente, la veine se déforme, devient visible et tortueuse. C'est un problème qui illustre parfaitement la fragilité de ce système antigravité quand les composants, les valvules, lâchent. On a donc bouclé notre tour du cerveau au pied. Si on prend un peu de recul, que retenir de cette exploration de notre géographie intérieure? On a vu un système qui répond à des défis différents, avec des solutions d'une élégance folle. Pour le cerveau, un système passif de canaux rigides. Pour le tronc, 2 collecteurs géants. Pour la digestion, cette usine de traitement délocalisée avec la veine porte. Et pour les membres, ce double réseau profond et superficiel couplé à une pompe musculaire. C'est une architecture de la résilience. Le mot qui me vient, c'est réseau. Tout est connecté, interconnecté. Ces anastomoses, ces ponts entre les systèmes, ces veines perforantes. C'est comme s'il y avait toujours une déviation possible, une route alternative en cas d'embouteillage. Exactement. Le but ultime, c'est d'assurer à tout prix le retour du sang vers la pompe centrale, le cœur. Le système est conçu pour être robuste et adaptable. Il n'y a pas une seule voie, mais une multitude de chemins possibles. C'est ce qui nous permet de fonctionner dans des positions et des conditions si variées. Une dernière pensée pour la route. On a vu que la marche active, la pompe musculaire des mollets, qui est essentielle au retour veineux. Mais notre mode de vie moderne nous pousse de plus en plus à la sédentarité, à rester assis des heures durant. C'est vrai. On peut se demander comment notre corps, dont le système veineux a été façonné par des millions d'années de marche et de mouvement, s'adapte ou souffre de cette immobilité nouvelle. C'est peut-être un rappel que notre physiologie interne est en dialogue constant avec nos gestes les plus simples du quotidien.